Bonjour à tous, bienvenue au Village du Code et aujourd'hui je vous propose de faire un jeu du morpion. L'objectif ça va être d'atteindre ce résultat là. Le premier joueur qui joue et ainsi de suite, voilà, jusqu'à arriver sur le gagnant. Ou alors, si je fais ça comme ça et que là je mets mon X, voilà, match nul. Voilà, cet objectif là. Un jeu de tic-tac-toe mais complet. Mais c'est parti, on va se lancer. Nous voici dans un nouveau dossier, comme à l'habituel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un petit fichier index.html, je fais un petit point d'exclamation, tabulation, je modifie encore la langue comme d'habitude, et je vais mettre un petit titre. Le titre, ça va être tic-tac-toe. Et ce bon vieux tic-tac-toe, vous vous souvenez, vous avez un phénomène de 3 cases en ligne, 3 cases en colonne, donc 9 cases. Voilà, jusque-là, je pense que je ne chamboule personne. Et moi, ce que je vais faire pour générer cette grille de 9 cases, justement, ça va être de me baser sur un concept que l'on appelle le grid layout. Comment qu'on va faire? Je vais tout simplement créer une div qui aura pour classe board. Board, c'est le plateau de jeu. Donc, point board. Et je vais venir créer mes 9 cellules. Donc, pour créer 9 cellules, je pourrais faire comme ça. Point cell. Hop, et je passe à la suite. Ah, puis en plus c'est chiant. Point cell. Et puis je repasse à la suite. Point cell. On pourrait s'amuser à faire ça 9 fois, mais sinon j'ai une autre solution à vous apporter. C'est tout simplement de faire un point cell étoile 9. On appuie sur tabulation et boum, les 9 cellules sont générées. Et on aurait pu même aller plus loin. Si on savait qu'on allait avoir une board avec 9 cellules, on pouvait aussi faire point board. Hop, un petit chevron pour dire, moi dedans, je veux point cell, étoile 9. Et tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est fait en un instant. Voilà, ça c'est la magie des maîtres, qui est compris encore une fois avec Visual Studio Code. J'enregistre et là, j'ai quasi terminé avec mon HTML. Vous verrez qu'on va rajouter un autre élément après, mais on a la base. Il ne me reste plus qu'à lier ça avec un fichier CSS que je vais venir lier dans le vide, puis je vais créer le fichier style.css. Et dans ce fichier style.css, c'est là où je vais commencer à exploiter mes concepts de grid. Je vais faire un point board et je vais taper display grid. Ce display grid, il va faire quoi? C'est l'heure d'ouvrir Excalibro. Donc pour l'instant, j'ai mon plateau avec mes cellules. Lorsque je vais appliquer sur cet élément, ici, un display grid, alors cette board va agir justement comme une grille avec tous ces éléments enfants qui vont être affectés. Ce que ça signifie, c'est que je vais pouvoir jouer avec différentes propriétés qui sont grid template columns, grid template rows et enfin grid gap. Quoi que ça fait ce bazar, le grid template columns, ça va être de définir un gabarit de colonnes. Combien je veux de colonnes et avec quelle taille. Le grid template rows, c'est pour le nombre de lignes à l'inverse. Combien je veux de lignes et justement, en termes de portion, de taille, comment ça va fonctionner. Et enfin, le grid gap, ça va être l'espace entre mes différents éléments que je viens positionner avec ma grille. Je vais essayer un petit peu. Je vais commencer par, tiens, mettre une petite valeur à chaque fois ici. Je vais mettre un X, voilà, pour voir ce que ça donne avec une valeur en dedans. Et on va ouvrir la page. Déjà. Et nous voilà avec notre magnifique grille. Vous voyez, j'ai ma grille et pour l'instant, tous mes éléments restent les uns à la suite des autres. Maintenant, si je viens faire un grid template columns et que je dis ici, je veux répéter 3 fois que mon élément prenne une fraction, chaque élément prendra un tiers. Et si j'actualise, maintenant, je me retrouve avec une grille et chacun de mes éléments prend un tiers de son conteneur. On va faire la même chose maintenant avec les lignes. Mais pour ça, je vais au préalable définir une largeur et une hauteur pour ma grille. Donc je vais faire un width de 300 pixels et un height de 300 pixels. Comme ça, ma largeur et ma hauteur font 300 pixels et quand ça va être une fraction, à chaque fois mes éléments vont faire 100 pixels. Si je viens rajouter ici un grid template rows de repeat de 3,1 fr, à cet instant, je vais avoir ici une grille, et vous voyez que cette grille fait quoi? Fait 300 pixels de largeur, 300 pixels de hauteur, et que chaque élément prend un tiers en largeur et un tiers en hauteur grâce au grid template colonne et au grid template rows.
Je vous propose maintenant d'ajouter un fond à un arrière-plan vert. Donc body, background color, et j'avais trouvé une belle couleur qui était le 8CD790. Ça donne quelque chose dans ce genre-là. Et ce qu'on va faire, c'est que chacune de mes cellules, ici, va avoir, en revanche, un fond blanc. Donc ici, je fais un background color, mais cette fois en FFF. FFF, du blanc. Ça donne ça. C'est un bon petit début. Mais moi, j'aimerais aussi espacer mes cellules. Donc, je vais utiliser une autre propriété dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui était le grid gap. Et ça, c'est l'espace entre les éléments de ma grille. Et si je mets quelque chose du style 0.5 REM, on va avoir quelque chose comme ça. On pourrait faire autre chose aussi sur ma board. C'est de faire un margin 0, donc 0 pixels de marge en haut et 0 pixels de marge en bas, mais par contre d'avoir de la marge automatiquement à gauche et automatiquement à droite. Donc si on met automatiquement toute la marge à gauche, bah on est poussé vers la droite, et automatiquement toute la marge à droite, mais on est poussé vers la gauche, tant et si bien que on est passé en sandwich et on est totalement centré. Pour preuve, hop, ma grille est centrée. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est donner un petit peu de style. Là, mes différents éléments, mes X et mes O qui vont être ajoutés. La solution, ça va être déjà de commencer par modifier la couleur. J'ai envie de mettre la même couleur que dans le fond. Bah, ça va être un rendu assez joli, comme ça. Je vais venir agrandir la taille en faisant un font size de 3 RM. Voilà, donc 3 fois la taille définie dans le navigateur par défaut. C'est plutôt pas mal. On va venir aussi centrer tout ça. Pour centrer, il y a une autre technique, c'est de faire un display flex. En faisant un display flex, tous les éléments qui sont dans ma cellule seront alors affectés par cette propriété. Et si je viens faire un justify content de center, je vais venir centrer sur l'axe principal, donc ici sur l'axe horizontal. Et si je fais un align items de center, là je vais venir être axé verticalement. Je propose aussi de modifier un peu la police d'écriture parce que ce X et ce, tiens, on va essayer avec un 0 ici, enfin un 0, pardon, un O. Vous allez voir que c'est pas très folichon, c'est pas très beau. Donc moi, je vais choisir une nouvelle police d'écriture qui est Poppins, comme Marie. Et on va sélectionner la semi-bold 600, ça me paraît bien. Je vais prendre ça et je vais dans mon index.html copier les lignes que m'a donné Google Font. Parce que quand j'ai sélectionné cette police d'écriture, il vous le dit, si vous voulez utiliser ça sur le web, vous avez deux façons. Soit vous copiez ça dans l'HTML, soit vous utilisez ça dans le CSS. Moi, j'ai mis ça dans l'HTML, et après, il vous dit qu'il faut appliquer cette règle-là CSS où tu veux. Moi, cette font family Poppins, je vais l'appliquer sur tout le corps de ma page d'une certaine manière. Hein, voilà. Et je vais faire un font weight de 600. Comme il n'y a pas grand-chose d'autre, on s'en fout que ce soit affecté partout. Et c'est plutôt chouette. Je pense qu'on est sur le bon résultat. Pour la partie JavaScript, la solution déjà, ça va être de rajouter un petit script. Donc je vais faire un script .src et je vais appuyer sur tabulation et je vais mettre app.js. C'est le nom de mon fichier JavaScript que je vais créer. Et dans ce fichier JavaScript, on va commencer par faire quelque chose d'un petit peu idiot, c'est récupérer mon plateau de jeu pour faire quelque chose. Je vais faire un const board. Const, ça signifie constante. Ça veut dire donc que je ne vais pas pouvoir modifier la valeur de cette variable par la suite, mais on s'en fiche. Je vais faire un document .getElement by ID. Donc je vais vouloir récupérer mon élément qui est présent dans mon HTML grâce au phénomène de DOM en JavaScript. Je vais ici viser un élément qui est board. Maintenant que j'ai visé cet élément qui est board mais avec l'identifiant board, je vais aller dans mon index.html, je vais faire un id de board et je vais retourner dans mon app.js, je vais faire un console.log de board pour voir ce qu'il y a dedans, tout bêtement. Si j'actualise et que je vais dans la console, alors pour aller dans la console, vous faites un clic droit, inspecter, et là vous avez l'onglet console qui est disponible. Et voilà, vous voyez que ce qui se passe, c'est que j'ai bien accès ici à mon élément qui est mon plateau de jeu. Et quand je survole d'ailleurs cet élément dans ma console, je vois bien que je vise ma board en HTML. Donc comme j'ai récupéré cet élément, je vais pouvoir, grâce au JavaScript, agir dessus et ajouter des événements en particulier. Et l'événement que je veux rajouter, c'est un phénomène de clic. Je veux détecter
le clic d'un utilisateur pour dire de procéder à certaines actions. Donc je vais faire un board.addEventListener, deux clics, et je vais appeler cette fonction handleClick. Handle. Handle, ça veut dire gérer, donc gérer clic. Et cette fonction, je vais venir la créer au-dessus. Et je vous propose de faire un console.log de coucou pour détecter qu'on a bien appuyé sur ma board à cet instant. Je vais enlever d'ailleurs ce console.log de board, on n'en a plus besoin. Je retourne dans ma page, et là, vous allez voir que si j'appuie, j'ai un coucou qui se fait. Coucou, coucou, coucou. Et par contre, quand je clique en dehors de mon plateau, je n'ai rien. Vous voyez que le coucou ne se fait pas. Mais quand j'appuie, là, le nombre s'incrémente, donc je vois bien qu'il y a bien eu un coucou de fait. C'est un bon début. Alors, je vais commencer déjà par enlever ces X et ces O, parce qu'on n'en a plus besoin. On enlève tout ça, on fait en sorte d'avoir un plateau vide, et je vais venir aussi sur ma cellule en CSS, je vais venir ajouter un cursor pointeur, qui permet d'avoir une petite main quand on survole une case. Comme ça, on sait qu'on doit cliquer ici. Vous voyez, on le sent. À cet endroit-là, on vient cliquer. Maintenant, l'intérêt, ça va être d'agir pour que, lorsque j'appuie sur une case, alors une lettre s'affiche. Faire en sorte qu'à chaque fois qu'on appuie, si on appuie ici, ça fait un X. Si on appuie ici, ça fait un X, X, X. Ça serait déjà un bon début. Donc, dans mon app.js, je vais récupérer l'élément sur lequel j'ai cliqué. Actuellement, j'ai cliqué sur toute ma grille. Vous voyez, quand je fais là, j'appuie sur toute ma grille. Mais moi, j'aimerais récupérer la cellule sur laquelle je viens d'agir. Pour faire ça, je vais pouvoir récupérer un paramètre automatiquement envoyé avec le addEventListener et ce phénomène de clic. Ce paramètre, c'est un objet qui s'appelle event. Et vous allez voir que si au lieu de faire un console.log de coucou, j'affichais mon événement, je vais avoir des informations intéressantes. Quand j'appuie, je vois que j'ai eu un événement de la souris. Et dans cet événement de la souris, j'ai plein de choses super intéressantes. Comme par exemple la position en X et en Y, où j'ai appuyé avec ma souris dans la page. Mais plein d'autres trucs. Si on continue à chercher, on va avoir un target. Et ce target, c'est exactement l'endroit où j'ai appuyé. Pour preuve, si j'appuie sur celle-là, si je regarde et que je vais dans mon target, c'est bien la cellule sur laquelle j'ai appuyé. Donc si mon événement, je viens faire un point target, je vais alors accéder à l'élément sur lequel j'ai appuyé. Donc, je vais, par curiosité, faire un point target. Voilà. Et regardez un petit peu. Maintenant, si je viens appuyer ici, je vois que c'est cette cellule-là qui est visée, et 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 ainsi de suite. Par contre, si j'appuie en plein milieu, là, il me dit « Ok, bah c'est la grille là, sur laquelle tu as appuyé. » Moi, mon idée, ça va être de détecter déjà si on est dans une cellule. Donc, je vais récupérer cette petite cellule dans une variable, parce que je vais en avoir besoin plus tard. On va venir mettre une petite condition. Vérifier déjà si cette cellule, c'est bien vraiment une cellule et c'est pas la grille sur laquelle j'ai appuyé, vous voyez, entre l'espace entre mes cellules. Si ma cellule a une classe list, donc ça signifie qu'il y a une classe, et que cette classe contient bien celle, alors dans ces cas-là, on va afficher « Je suis bien une cellule ». Voilà, on va essayer quelque chose comme ça. Donc ici, je suis en train de détecter. Si mon élément que j'ai récupéré, ça contient bien la classe celle, ça veut dire que je suis bien sur un de ces éléments-là. Sinon, ça signifie que j'ai cliqué à côté. Je regarde, si je clique à côté, ici, entre les espaces, j'ai pas de message. Par contre, si je clique sur une cellule, je suis bien une cellule. Ça avance progressivement. Moi, je vous propose l'inverse. Plutôt de quitter cette fonction, donc d'annuler ma fonction de clic, si ma cellule n'est pas une cellule. Donc, je vais mettre un point d'exclamation ici. Ça veut dire que je m'attends à avoir une condition qui est fausse. Si je ne suis pas une cellule, alors dans ces cas-là, je vais faire un return vide. Ça signifie que ma fonction s'arrête. Point. Même s'il se passe quelque chose ici, ça ne sera jamais exécuté si le return est rencontré. Donc si je suis dans le cas où j'ai une classe qui est celle, fin du programme, on sort de la fonction et tout ce qu'il va y avoir après comme code ne va pas être exécuté. On va faire des choses uniquement si c'est une cellule. Et moi je vous propose bêtement, c'est de tout simplement venir ajouter une petite croix. Donc on va faire ça comme ça, en faisant un cell.textContent égale
et là, définir un X. C'est quoi text content? C'est une propriété qui fait partie de mon objet de la cellule et ça permet de définir justement le contenu textuel de la cellule en question. Donc s'il se le trouve ici, le text content va venir agir sur le contenu. Et donc quand ici je vais définir un X, alors dans ces cas-là, ça va venir ajouter un X dans ma cellule. Hop. Ouais. Alors c'est des X partout. Bon, je vous propose plutôt de mettre des ronds aussi. Il faudrait bien qu'il y ait un joueur ou un autre. Sinon, ça va pas être GG. Maintenant, on va s'arranger pour que un coup sur deux, c'est un X. Et un autre coup sur deux, c'est un O. Comment on va agir? On va venir ici définir une petite variable que je vais appeler current player. Et où je vais dire, c'est le premier qui va venir jouer, c'est le X. Si je fais un cell.textContent de current player, bah là, ça fait la même chose. Ça va venir mettre un X à chaque fois. Mais si, après avoir ajouté ce texte, je viens, comme qui dirait, changer le tour. Si je viens créer une petite fonction que je vais appeler switchPlayer, donc pour changer de joueur, et que cette fonction, je viens la créer au-dessus, et que j'appelle ça switchPlayer, et que je viens de dire, si mon joueur actuel, c'est X, alors dans ces cas-là, maintenant, il vaut O. Par contre, si sa valeur, c'était O, alors dans ces cas-là, current player, ça sera X. Un petit programme idiot, mais si X, alors O, si O, alors X. Et etc. Voyons ça en direct. X, O, X, O, X, O. Oh là là, ça commence à prendre forme. Mais ça serait bien de voir le cas où il y a une victoire. On va avoir besoin d'un élément qui sera un tableau et qui va contenir toutes les possibilités de réussite. Vous savez, là, vous avez ma grille en moche. Ça, lui, on va considérer que c'est mon élément numéro 0. Et ça, c'est mon élément numéro 1. Ça, mon élément numéro 2. Ça, mon élément numéro 3. Ça, mon élément numéro 4. 5, 6, 7, 8. Les conditions de victoire, c'est quoi? On va avoir le cas où 0, 1, 2 ont la même valeur, par exemple un X ou un O. Bah oui, si j'ai un X là, si j'ai un X là, et si j'ai un X là, c'est gagné. Donc là, on a une première combinaison de réussite. Mais nous avons aussi le cas du 3, 4, 5. Donc cette ligne ici. Ou nous avons aussi le cas du 6, 7, 8. Ça, c'est mes conditions de victoire en ligne. Et nous avons aussi les victoires en colonne. La première, 0, 3, 6. La deuxième, ça va être 1, 4, 7. La troisième, ça va être 2, 5, 8. Et qu'est-ce que nous avons comme autre victoire? Ce sont les diagonales. Les diagonales, c'est 0, 4, 8 et 2, 4, 6. Je vais les prendre et je vais les mettre dans un tableau de victoire. Je vais les appeler les win combos. Donc les combos de victoire. Incroyable nom. Donc je mets mes premiers ensembles, la ligne. Je prends mes réussites, mes conditions de victoire en colonne. Et je continue, je prends mes conditions de victoire en diagonale. Ça c'est fait. Mes conditions sont mises en place. On va faire en sorte maintenant, avant de changer de joueur, de checker s'il y a une petite victoire. Et cette fonction justement de check de victoire, je vais venir la créer ici. Donc mon check win. Donc là mon but c'est de faire une condition de victoire. Nous on va venir utiliser une fonction. On va utiliser la fonction somme. Donc le point somme, quand on l'effectue sur un tableau, ça va faire en sorte de renvoyer un booléen. True si un des éléments est rencontré et valide, false sinon. Et ben c'est exactement ce qu'il nous faut pour nos conditions de victoire, parce que ici nous avons 8 conditions de victoire. Dès qu'on en rencontre une, on a gagné. Donc on n'est pas obligé de passer à la suite, on peut renvoyer un booléen qui est true et qui dit oui t'as gagné. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour chacun de mes combos, je vais venir récupérer mon combo. Et je vais venir retourner ce win_combo.sum. Donc je vais venir retourner à la fin de ma fonction si la valeur c'est vrai ou si c'est faux. Si oui on a eu un cas où c'est vrai, ou sinon on n'a jamais eu une condition de réussite quoi. Donc ce point somme va venir exécuter ça sur chaque élément et dès qu'il rencontre un cas où la condition est vraie, donc si j'ai gagné, alors il va sortir de la boucle et il va retourner true. Par contre, s'il arrive jusqu'au dernier élément et que tout est faux, alors il va retourner faux. Donc pour mon combo, je vais faire en sorte de retourner le cas où chacune des cellules de mon combo remplisse une condition. Il faut que chacune des cellules ait le même signe. Et le même signe c'est quoi? C'est mon joueur actuel. Souvenez-vous,
Je vous avais dit que là, nous avons des cellules. Et donc, je vais récupérer toutes mes cellules grâce au DOM. Donc, je viens ici et taper un const cells. Et je vais faire un document.query selector all. Query selector, ça veut dire je veux récupérer tous les éléments qui correspondent à un sélecteur. Et un sélecteur, c'est comme en CSS. Si vous faites un .cell, vous allez récupérer tous les éléments qui ont pour classe cell. C'est exactement comme si en style.css, je faisais un .cell ici. Quand je fais ça, je vois que je récupère tout élément qui a pour classe cell. Là, c'est le même délire. Si, regardez, par curiosité, je fais un console.log de cells. Et que je viens faire un console.log de cells de 0. Et que je vais dans ma console. Regardez un petit peu ce qui se passe si j'actualise. Je vois que ma ligne ici, ce cells de document.querySelector de all, quand je viens l'afficher dans la console, j'ai une liste de nœuds. Vous avez bien mes 9 cellules et en commençant par 0 parce que c'est un tableau. Un tableau commence toujours par l'indice 0. Le 0e élément, c'est le premier en fin de compte du tableau. Donc si je fais ici un cells de 0, alors j'accède à cet élément-là. Donc je vais faire un cells de index, de .textContent, et je vais venir vérifier que ça, c'est égal à mon jour actuel. Every, c'est une méthode qui va venir exécuter ça pour chacun des éléments de mon tableau, et ça va venir vérifier que ça correspond bien à une condition. Donc là, la condition, c'est il va venir vérifier que chacune de mes valeurs de mon tableau est bien inférieure à 40. Si c'est le cas, il va venir regarder tout ça, et si c'est bon, il va renvoyer tout. Par contre, s'il rencontre un seul élément qui ne remplit pas la condition, il va renvoyer false. Donc là, quand on y pense, on va exécuter une boucle sur mon tableau de combinaison jusqu'à rencontrer un combo gagnant. Et là, ça retourne true. Sinon, il va jusqu'à la fin et il retourne false si le dernier n'est pas bon. Voilà ce que ça fait ce point somme. Donc ça, c'est le somme. Le every, ça va exécuter une fonction sur chaque élément de ma combinaison actuelle et on va venir vérifier que la cellule correspondant à chaque index de ma combinaison est à chaque fois le même signe du joueur. Ici, si je fais un console.log de cette condition de victoire, alors j'ai ça qui se passe. Tac, et là, dès que je fais une condition de victoire, j'ai un true qui s'affiche. Si ici, je viens faire en sorte de faire une condition if qui dit si j'ai une condition de victoire, alors dans ces cas-là, on va venir mettre un petit texte. Voilà, on va créer un div. Je vais l'appeler .annonce, et je vais faire en sorte de la récupérer. Donc je vais récupérer cette annonce. Je vais enlever mes console.log qui ne servent plus à rien. Donc je vais récupérer mon annonce. Et je vais faire un document query selector pour récupérer un seul élément. Query selector all, c'est tous les éléments. Query selector, c'est un seul. Et là, si je viens récupérer donc mon annonce, dans ces cas-là, je vais dire sur mon annonce, je vais mettre du texte. Et ce texte, c'est dire mon joueur actuel plus a gagné. Et sinon, par contre, si je n'ai pas de victoire, dans ce cas-là, je change de joueur. Hop, regardez un peu. Tic, tac, tic, tac, tic. Alors, il me dit cannot set property text content of null. Ah, c'est parce que ici, je me suis trompé. C'est bien point annonce. C'est pour dire de pouvoir chercher l'élément qui a pour classe annonce. Sinon, il essaye de récupérer un tag annonce, comme ici, il récupérait un tag P pour paragraphe. Donc si ici, je fais mon point annonce et que j'actualise à nouveau, je vais avoir ici, voilà, X a gagné. Bon, le texte est un petit peu chelou, je vous propose de le mettre en forme. Donc on va venir ici, dans le style.css, je vais modifier un peu mon texte. Je vais faire un point announce, text align center, pour dire que le texte soit bien au centre, un font size de 5 rem. Voilà, et je vais faire un color de FFF, parce que là, actuellement, le texte est en noir. Et là, je pense qu'on a créé quelque chose de pas mal. Voilà, ou à gagner. Et si je recommence, si j'actualise et que j'essaye avec mon X, j'ai bien mon X à gagner. Que dire d'autre? Bah écoutez, on va pouvoir améliorer les choses, parce que il y a 2-3 petits défauts actuellement. Le premier petit défaut, c'est que si je rappuie ici sur une case, je peux venir la modifier à volonté. Ça, c'est con, ça. Donc, je vous propose tout bêtement de venir ici dans la condition et de vérifier si ma cellule possède déjà un texte. Alors, dans ces cas-là,
on arrête le clic, on arrête la fonction. Et pour faire ça, c'est qu'on va venir vérifier. Si ma cellule, c'est pas un élément qui a pour classe cellule, donc c'est pas vraiment une cellule, ou alors que ma cellule, son texte, il est différent d'une chaîne vide, ça veut dire que on est dans le cas où notre case est déjà remplie. Donc si maintenant je réappuie, et que j'ai beau appuyer comme un bourrin, non, à chaque fois il va rentrer dans ce truc-là, il va dire ok, c'était peut-être une cellule, mais par contre je suis dans la condition où il y a déjà quelque chose dedans, donc je jarte, je me casse, je fais rien. Ça c'est la première chose. Maintenant, on va pouvoir rajouter le cas où nous sommes face à un match nul. Et là, je vois que mon match nul, c'est... Je l'ai dans le baba. Ma partie ne s'arrête jamais. C'est bien gentil, mais bon, très bien. Ok. On va peut-être s'arranger pour avoir le cas du match nul. On va venir vérifier. S'il y a une victoire, alors je dis ma condition de victoire. Sinon, je rajoute une nouvelle condition que je vais appeler un check draw. Voilà. Parce qu'un match nul, ça se dit draw en anglais. Et dans ce check draw, je vais venir faire des choses. Donc là, je sais que mon annonce, ça va être match nul. Je le sais direct. Je vais avoir un truc qui va dire ici match nul. Je vais taper ici un check draw pour vérifier mon match nul. Normalement, je fais pas de faute d'anglais, je pense que c'est bien ça. Et ce check draw, c'est ici où je vais m'arranger pour vérifier que toutes mes cases aient un texte content qui est différent de vide, en fin de compte. Donc, pour toutes mes cases, s'il y en a une qui est pas vide, alors on n'est pas dans un match nul. Je pense qu'à mon avis, on peut partir sur du every là. Si je retourne, un truc où je dis, si je prends toutes mes cases et que je fais un every dessus, et je vais dire, pour chacune de mes cases, alors dans ces cas-là, je vais m'arranger pour renvoyer la valeur de la condition. Et la valeur de la condition, c'est vérifier ici que le texte content, il n'est pas vide. Qu'est-ce qui se passe avec ce cells.every? Donc là, il va dans toutes les cellules. Dès le moment où il rencontre une cellule qui est vide, alors il va retourner faux. Par contre, si toutes les cellules retournent vraies, à la fin, il va retourner vrai. Donc oui, je suis un match nul. Essayons un petit peu. Je vais actualiser et j'essaye. Et je vois qu'il y a un petit problème. Et c'est normal. Dans ma console, il va me dire cells.every is not a function. Bah ouais, parce que vous voyez ce cells ici. Si je viens faire un console.log, vous allez voir que ce cells, c'est une node list. C'est pas un array. Or, every, c'est une méthode qui vient s'exécuter sur quoi? Sur des tableaux, donc array. Il va essayer d'exécuter ça sur une node list, et node list, il n'y a pas de méthode every qui existe. Donc il va falloir transformer ma node list en tableau afin que ça puisse s'exécuter. Et la meilleure méthode pour récupérer des éléments et les mettre en place dans un tableau, c'est une petite astuce qui est ça. Ce .cells. Qu'est-ce que ça fait ce .cells? Je viens, entre des crochets, balancer tous les éléments qui étaient dans la liste auparavant. Donc tous les éléments, il va les mettre dedans. Et cette fois, ça va être un tableau. Donc quand on va faire un .cells de every, alors dans ces cas-là, ça va être sur un tableau que je vais faire le every. Et là, cette fois, je n'ai plus d'erreur. Donc si je viens faire quelque chose comme ça, je suis vraiment pas doué. Match nul. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Si je viens faire ça, j'ai gagné, mais si je continue, je peux continuer à rajouter des lettres, ça c'est chiant. Je vous propose un dernier truc à rajouter dans notre programme, c'est de venir ici, quand j'ai gagné, faire un board.remove event listener. Donc ça va venir enlever cet écouteur d'événements qu'on avait mis en place. Donc si j'ai gagné, je viens faire en sorte que ce add event listener click, donc cet événement au clic, soit enlevé. Donc je viens enlever mon phénomène de clic que j'avais mis en place. Tant et si bien que si j'actualise, vous voyez que là, il n'y a plus rien qui se passe. Et si je viens faire la même chose pour le match nul, j'ai maintenant mon programme qui est terminé. Le tic-tac-toe est terminé. Si ça vous a plu, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre, dans le même délire. Une bonne journée à vous, des bisous, et ciao Nara!